Bonjour et bienvenue sur Médien TV. La Libye est devenue un nouveau théâtre d'affrontement entre plusieurs puissances. Dans cet imbroglio diplomatique, un pays s'est distingué par son approche constructive en facilitant le dialogue entre les belligérants. Ce pays, c'est le Maroc, qui a accueilli à plusieurs reprises des rounds de négociations entre les camps libyens ainsi que leurs dirigeants. Une action saluée par la communauté internationale et dont nous parlons ce matin avec Hassan Alaoui. Il est directeur de publication de Maroc Diplomatique. Bonjour Hassan Alaoui. Bonjour. Alors Hassan Alaoui, bienvenue donc sur Médien TV. Une toute première question. Selon vous, est-ce que les résultats de l'action du Maroc sont aujourd'hui palpables sur le dossier libyen? Je dirais que non seulement ils sont palpables, ils sont appréciés et salués sur le plan international. Parce que le Maroc, c'est le seul pays qui, depuis 5 ans, je dirais depuis 2015, l'accord de Skhirat, a continué sa mission avec persévérance, application, assiduité et beaucoup d'initiatives. Et la preuve en est que non seulement il y a eu Skhirat, mais il y a eu aussi 2 autres rencontres, plusieurs autres en parallèle, l'une à Bouznika et l'autre à Tanger. Donc l'action du Maroc, elle s'inscrit dans la constance de sa politique de facilitateur, d'acteur de rapprochement, de pays africains, de pays arabes aussi, et donc et de pays frères à tous les niveaux. Et je considère que le Maroc, c'est le seul pays, jusqu'à nouvel ordre, qui a persisté avec cette volonté d'aboutir à un accord. Et il a parrainé donc toutes les rencontres importantes, excepté évidemment celle de Berlin à laquelle il n'a pas participé, et pour cause, on le sait. Donc le Maroc reste, si vous voulez, l'intersection, il a le privilège, si vous voulez, d'apporter son expérience de facilitateur, d'abriter des négociations de ce style. Ce ne sont pas bien sûr des négociations, ce sont des pourparlers. Il n'empêche que les parties importantes, tout ce qui constitue, si vous voulez, les corps importants de la Libye, se retrouvent donc au Maroc, soit à Skhirat, soit à Bouznika, soit à Tanger dernièrement. Et cela va continuer encore, évidemment, on le souhaite, dans le sens où il est prévu des réunions, je veux dire, à Radamès, pour que l'article 15, si vous voulez, de l'accord de Skhirat, qui est le plus important, qui est le pilier, soit mis en œuvre et appliqué, à savoir la réunion du Parlement et aussi, si vous voulez, la mise en place des structures de souveraineté. Voilà. Alors, on sait que plusieurs pays donc, sont engagés ou se proposent même d'être des médiateurs. Selon vous, qu'est-ce qui singularise l'approche du Maroc dans toutes ces propositions de médiation ou bien même d'accueillir donc ces pourparlers interlibyens? L'approche marocaine, c'est tout simplement qu'il n'a pas d'intérêt. Et le secret dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de secret, c'est-à-dire que le Maroc n'a aucun intérêt immédiat, il n'a pas de frontières immédiates avec la Libye, il n'a pas des intérêts spécifiques ou des visions, je veux dire, intéressées. Il est simplement là un acteur africain qui joue le rôle, si vous voulez, de plateforme de rapprochement. Et donc, c'est un avantage extraordinaire pour lui. Encore que, si vous voulez qu'on fasse un recul en arrière, le Maroc, si vous voulez, a quand même eu le privilège d'avoir constitué une union à l'époque de Kadhafi avec la Libye. C'est-à-dire qu'il y a une présence significative du Maroc en Libye depuis 1984 exactement, quand les 2 pays avaient renoué grâce à une rencontre significative entre le roi Hassan II et le président Kadhafi, décédé évidemment tous les 2, et qui avait instauré, si vous voulez, un climat de rapprochement, de travail, de commission, je veux dire, réciproque. Et tout ça, il y a, si vous voulez, c'est un fond qui reste. Sans compter qu'il y a une communauté importante, une communauté marocaine, je veux dire, en Libye, qui travaille, qui est intégrée. Et puis, à la longue,
il y a une histoire qui va jusqu'avant, si vous voulez, la prise de pouvoir par Kadhafi en septembre 1969, une relation très, très, très privilégiée entre les deux monarchies de l'époque, la monarchie Sénoussi et évidemment et la nôtre. Et donc, il y a une tradition. Sans compter aussi, je vous ajoute ça, un détail, c'est que la langue berbère, si vous voulez, au Maroc et celle de la Libye se rapprochent en berbérise, comme on dit. Moi, les responsables libyens le disaient toujours, qu'il y a un dialecte qui est parlé en Libye et qui est parlé au Maroc. Mais aujourd'hui, le fait que le Maroc intervienne tout simplement pour rapprocher les parties en conflit, pour trouver une solution, une issue finale, n'est-ce pas, qui consiste, je veux dire, à une unité nationale au niveau de la Libye et ensuite à la souveraineté pleine et entière de ses ressources et de son peuple, le Maroc n'entend pas, si vous voulez, faire autre chose que rassembler les Libyens et leur permettre de trouver un petit peu une vie normale et dynamique. D'accord, Hassan Alaoui. Alors, se pose aussi, ou bien c'est un constat, notamment par rapport au dossier du Sahara marocain. Sur ce plan-là, pensez-vous qu'il y a eu quand même des résultats favorables pour le Maroc au moment où on sait que l'année 2020 a été marquée par la reconnaissance donc par les États-Unis de la marocanité du Sahara. Sur le dossier libyen, est-ce qu'on peut faire d'abord un parallèle entre ces deux-là, le dossier libyen et le Sahara marocain pour le Maroc? Oui, évidemment, un parallèle aussi facile que ça ne peut pas exister, en ce sens que, si vous voulez, les deux situations géopolitiques ne sont pas les mêmes. Le Sahara, c'est un conflit qui remonte, je veux dire, à pratiquement aux années 70, exactement en 1975, avec un pays... Non, en fait, quand je dis, c'est pas sur ce plan-là, mais peut-être beaucoup verraient que le fait que le Maroc donc, se donne ou se propose ou accueille toutes ces rencontres interlibyennes, peut-être c'est dans l'optique d'un gain peut-être caché ou des agendas cachés. Pensez-vous réellement que c'est le cas? Je ne crois pas qu'il y a un agenda caché. Il y a, comme je vous dis, il y a deux conflits. Celui du Sahara, bien entendu, au Maroc, et celui, évidemment, de la Libye. La Libye qui oppose, je veux dire, c'est le résultat d'une partition presque territoriale, physique, en ce sens qu'il y a deux pouvoirs qui règnent, enfin, entre guillemets, qui sont installés de facto en Libye, et donc qui menacent l'unité nationale et la souveraineté, qui donnent une image désastreuse de la Libye actuelle. Mais surtout, comme vous dites, il y a maintenant un jeu d'interférences étrangères aggravé, et les puissances qui jettent leur dévolu sur la Libye, je veux dire explicitement, qui ont des ambitions donc même de partager le pays. C'est dramatique. Et ces pays, on les connaît, ils sont voisins, ils sont même lointains, de grandes puissances, excepté les États-Unis qui n'ont pas, si vous voulez, pris parti dans ce conflit libyen, encore que, bon, indirectement, ils s'expriment parce qu'ils veulent la stabilité et tout ça. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la Libye est devenue un enjeu de guerre par procuration, avec des troupes étrangères qui s'installent, avec un danger potentiel et même réel, si vous voulez, de partition. Et donc, quand vous parlez des agendas cachés, ce sont ceux-là, parce que tous ces puissances et ces pays régionaux, tout ce qu'ils reluquent, c'est le pétrole et éventuellement, c'est les richesses libyennes, pour faire de la Libye une petite féodalité, n'est-ce pas, tenue par le cou. Et donc, il est temps, et le Maroc qui s'oppose à ces stratégies obscures, le Maroc qui tient à l'unité nationale de la Libye et à la souveraineté du peuple libyen, s'engage évidemment, fait tout son possible, hein, volontairement, donc il est là pour apporter son soutien à l'unité de la Libye, évidemment
en ignorant un peu ce qui se passe dans les coulisses, c'est-à-dire en fait le jeu de petites puissances régionales. Voilà. Mhm. Alors, cela dit, aujourd'hui sur le terrain, sans revenir réellement sur ce qui se passe sur le terrain en Libye, mais par rapport à l'évolution de ce dossier, qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, est en train peut-être de retarder ou d'handicaper donc l'atteinte des résultats de ce qui est convenu, ce qui a été convenu ici au Maroc, notamment à Bouzneta et puis à Tanger? Ouais. Non, mais moi je reviens toujours à l'accord de Skhirat, qui est la base centrale, qui est vraiment le pivot de toute démarche et éventuellement de toute réussite, si vous voulez, du conflit, je veux dire de résolution du conflit. L'accord de Skhirat a posé donc notamment l'article 15, c'est l'article principal, si vous voulez. C'est le retour à ça qu'il faut voir. Maintenant, ce qui retarde, c'est évidemment l'intervention étrangère, les interventions étrangères en Libye qui empêchent, si vous voulez, un consensus national. C'est donc qui se traduit aussi par des divisions aggravées au sein, si vous voulez, du dialogue interlibyen. Parce que, comme vous le voyez, on voit par exemple qu'une partie du Parlement est favorable au général, au maréchal Haftar, et une minorité qui se bat évidemment qui est d'ailleurs légale parce que légitime reconnue par les Nations Unies, quitte aussi, je veux dire, qu'il se trouve bloqué dans sa quête, si vous voulez, pour un consensus. Et ce qui bloque évidemment, c'est d'abord, si vous voulez, une entente, un dialogue positif interlibyen qui réussisse un petit peu à trouver une plateforme avec des concessions réciproques et avec une adhésion aux principes et au processus de règlement. Donc, tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, ces éléments réunis, évidemment, on court le risque que cela persiste et que cela continue, d'autant plus qu'avec la situation catastrophique maintenant, pandémique dans le monde et un petit peu le gel, si vous voulez, des travaux, et puis il faut aussi attendre que le Bulgare, le nouvel émissaire, si vous voulez, des Nations Unies, qui a remplacé donc l'ancien, notre ami Ghassan, il faut qu'il fasse maintenant, qu'il commence son travail et qu'il puisse réunir dans la foulée, si vous voulez, des travaux du futur Parlement, réunir les partis en conflit, avec évidemment le soutien de tous les pays comme le Maroc, n'est-ce pas, un soutien désintéressé pour pousser les uns et les autres à adhérer aux principes de dialogue et éventuellement de négociation. Et ce qui empêche aujourd'hui, comme je vous le dis, je reviens, c'est les interventions étrangères. Ce sont ces zones d'influence qui se créent comme ça spontanément avec des puissances voisines qui reluquent les richesses, qui veulent absolument que ça perdure, qui créent des petits fiefs et des petites principautés comme ça indirectes avec leurs forces armées éventuellement. Voilà. Alors, Hassan Alaoui, cela dit, selon vous, pensez-vous que ce qui a été convenu, ce sur quoi on s'est mis d'accord, notamment la formation de nouvelles institutions avec de nouvelles figures regroupant l'ensemble donc des parties libyennes, pensez-vous que tous ces points, tous ces débuts d'accord ont des chances d'être réellement appliqués dans le contexte actuel? Dans le contexte actuel, ça me paraît difficile. Il ne faut pas être, je veux dire, faire preuve d'un optimisme béat. Il faut faire preuve plutôt, j'allais dire, d'optimisme évidemment constructif, mais en tenant compte d'une réalité qui est absolument glissante aujourd'hui, qui est tangible parce qu'elle n'est pas propice, si vous voulez, à un retour à une normalisation interlibyenne immédiate. Donc, il y a un travail c'est prévu d'ailleurs dans la déclaration de Tanger, c'est prévu que le Parlement se réunira, n'est-ce pas, à Gadanès et donc trouvera la formule idoine pour relancer ce débat nécessaire. Et donc, évidemment, les chances, si vous voulez, sont
existe à cette valeur 50% pour que le processus continue. Mais qu'il réussisse dans l'immédiat, moi je ne pense pas tout de suite. Parce qu'il y a quand même des disparités énormes qu'il faut, j'allais dire, élaguer. Il y a aussi des rancœurs, il y a, comme je dis encore toujours, les interventions étrangères, le jeu des puissances, etc. Et il y a aussi la volonté du peuple libyen qui, jusqu'à nouvel ordre, n'est pas encore consulté sur ce dossier, n'est-ce pas? C'est toujours un staff, si vous voulez, de dirigeants et de déclarations contradictoires qui jouent maintenant un petit peu une espèce de, pardonnez-moi l'expression, une espèce de danse sinistre, aux dépens, si vous voulez, de la volonté du peuple libyen qui ne parle pas, qui attend, qui écoute, et des peuples voisins aussi qui souhaitent, en l'occurrence, un règlement définitif. Et donc, les chances dans l'immédiat ne sont pas du tout potentiellement existantes. Par contre, à moyen terme, à long terme, nous pourrions, quand évidemment aussi quand le Covid sera maîtrisé, nous pourrions espérer, si vous voulez, un retour à la table de négociation. Et là, on pourra parler évidemment d'une formule consensuelle et d'une formule politique, parce que maintenant le problème, il est politique, n'est-ce pas, et tout simplement institutionnel. Un problème politique et institutionnel. Merci beaucoup Hassan Alaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de Maroc Diplomatique. Merci d'avoir été en direct avec nous depuis Casablanca. Merci cher ami et à très bientôt. À très bientôt. Dieu vous garde. Et merci. Joyeuses fêtes pour les bonnes années. Une bonne année rose et riche. Au revoir. Merci à vous aussi, donc nos vœux les meilleurs ainsi qu'à nos téléspectateurs. Très bonne suite de programme sur Médien TV et très bonne journée. Merci.